Hey, bonjour à tous et bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne Madame Transpire. Aujourd'hui, je suis à Vannes et on va venir rencontrer Julie qui est consultante en rééquilibrage hormonal. Vous venez? C'est parti. Bonjour Julie, merci d'être là, merci de nous accueillir, de venir sur la chaîne Madame Transpire pour la première vidéo interview. D'habitude, je suis toute seule. Julie, est-ce que tu peux juste nous rappeler comment se prononce ton nom de famille? Parce que je ne sais pas. Alors, c'est Le Diriac. Julie Le Dirac, ok. Et donc, tu es consultante en rééquilibrage hormonal, c'est ça? Tout à fait. Sur Auray ou autour, sur la région d'Auray? Je suis basée à Brec, enfin j'habite à Brec. Alors, comme j'ai pas de cabinet physique, j'interviens à domicile dans un rayon d'alentour de 20-25 km autour de Brec-Auray. Ok, d'accord. Bon. Et ben, en tout cas, merci de venir sur la chaîne, Madame Transpire. C'est la première interviewée. Donc, juste, je rappelle à ceux qui nous connaissent pas, ceux qui nous découvrent, Madame Transpire, c'est un média qui se lance, hein. L'idée c'est tout nouveau. L'idée c'est de venir à la rencontre donc de praticiens de santé, d'acteurs du sport. Donc ça peut aller d'un organisateur d'un événement à une marque qui fabrique des produits, à des personnes qui sont dans le service, quoi. Donc c'est vraiment tout un écosystème du sport et de la santé, puisque c'est quand même vraiment très lié. Et puis l'idée c'est que je vienne à la rencontre de ces personnes-là pour voir un peu leur expertise, comment elles travaillent et comment elles accompagnent les personnes. Julie, première question, est-ce que tu peux nous expliquer ton métier? C'est quoi une consultante en rééquilibrage hormonal? Alors oui, c'est sûr qu'il faut expliquer parce que c'est pas quelque chose qui existe. Enfin, c'est moi qui pas dans les codes, ouais. En fait, je me suis intitulée comme ça parce que à la base, je suis préparatrice en pharmacie. Okay. Et je me suis spécialisée dans la nutrition et la micronutrition. Et ce que je voulais, c'était faire du rééquilibrage des femmes qui ont des problèmes hormonaux, qui va du syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, problème de fertilité, le passage de la préménopause, la ménopause, des moments qui sont un peu charnières dans la vie. Et en fait, je me disais que de me présenter comme coach en nutrition, c'était trop réducteur et que les gens n'allaient pas forcément venir vers moi en voulant régler ces problématiques-là en disant que j'étais juste coach en nutrition. Donc j'ai fait une formation hormonale assez poussée et donc je me suis dit, c'était lors d'un atelier Femmes de Bretagne d'ailleurs, on avait posé une question sur la table, chacune amenait une problématique. Et moi je disais, en fait moi je suis coach en nutrition, mais je suis spécialisée en hormonologie et donc je sais pas trop comment m'appeler, quoi. Et en fait les filles m'ont tout dit, en fait il vaut mieux que tu te présentes comme spécialiste entre guillemets de l'hormonologie. Après dans la santé tout est toujours très réglementé. Il y en a qui m'ont dit experte en nutrition, experte en hormonologie, etc., etc. Mais comme c'est très réglementé, en fait, j'ai réussi à me mettre dans une case qui n'existait pas vraiment. Et donc, du coup, qu'est-ce que je fais exactement? Donc, j'accueille des femmes, comme je vous disais, qui ont des problèmes hormonaux. Et donc, je les aide à rééquilibrer cette problématique-là en leur faisant changer leur alimentation. Mais pas à la manière d'une diététicienne, c'est-à-dire que moi je vais pas aller prescrire un régime, je vais pas faire peser, je vais pas donner de restrictions. Je donne des grandes lignes, des idées de qu'est-ce que c'est une assiette bien équilibrée, qu'est-ce qu'on peut amener en micronutrition par exemple à côté. Donc il y a un peu de compléments alimentaires aussi, et des conseils sur l'hygiène de vie, donc un peu d'activité physique, un peu de sport aussi, mais après ça dépendra aussi de la sensibilité de chacune, et la gestion du stress. Donc là, je viens de me lancer il y a quelques temps avec une sophrologue. Donc en fait, moi, je peux pas donner des conseils de sophrologie, je donne des petits conseils de cohérence cardiaque, etc. Et après, t'orientes en fait. Et après, je l'oriente vers un spécialiste. Ok, d'accord. Donc les personnes qui viennent te voir ont identifié qu'elles avaient un problème hormonal déjà? Elles sont déjà passées par la case médecin ou autre professionnel de santé, ou elles ont juste l'impression qu'il y a un truc qui va pas? Alors là, comme j'ai commencé depuis début janvier, j'ai eu quelques clientes, donc là je peux répondre à ta question plus précisément. Il y en a une qui est diagnostiquée syndrome d'ovaire polykystique, donc elle le sait vraiment depuis nombreuses années. Une autre qui pense être en préménopause, mais du coup, elle c'était plutôt un ressenti, des symptômes, etc., mais il n'y avait pas de choses posées clairement. Après, c'est ouvert à toutes, hein. Je peux aussi faire du rééquilibrage préventif. C'est-à-dire se dire justement, je sais que dans quelques années, je vais être concernée par la préménopause et ménopause. Qu'est-ce que je peux mettre en place avant pour éviter d'avoir des désagréments? Ok, d'accord. Donc elles ne sont pas passées forcément, elles n'ont pas été redirigées vers toi par potentiellement un praticien autre, quoi, c'est ça? L'idée, ce serait quand même que les médecins ou les sages-femmes ou les gynécos m'envoient en fait des
des patientes, sur lesquelles ils ont des problématiques qu'ils n'arrivent pas à trouver, à rééquilibrer, ils n'arrivent pas à trouver une solution avec la médecine conventionnelle. Ok. Ouais. Et du coup, tu disais que tu avais fait un parcours en préparatrice en pharmacie. Oui. Est-ce que ça t'aide? Bon, j'imagine que oui, mais en quoi ça t'aide là, à l'heure actuelle dans ton quotidien? Alors, là où ça m'aide le plus, c'est de savoir les interactions médicamenteuses potentielles. Là, la cliente que je suis, parce que moi, je ne peux pas dire patiente, parce que je ne suis pas comme professionnelle de santé par entière, hein. Même si le diplôme de préparatrice en pharmacie, c'est un diplôme de santé, mais donc celle qui a un problème des syndromes des ovaires polykystiques, SOPK, on lui a prescrit une pilule pour traiter son syndrome et aussi un médicament qui va en fait contrer les effets secondaires de la pilule et aussi contrer ses effets secondaires de son SOPK. Mais sans rien régler, en fait. On a un petit couvercle dessus pour éviter que ça déborde, mais... On traite un symptôme, quoi. C'est ça que tu veux dire? On traite que des symptômes, mais on ne va pas traiter une cause. Ok. Et toi, donc, à l'inverse, si je comprends bien, c'est toi ce que tu fais, tu travailles, comme on dit, le terrain, c'est ça? Oui. Tu vas venir régler... après, tu ne peux pas enrayer une ménopause, j'imagine, mais... c'est quoi? Tu soulages les symptômes ou tu vas vraiment venir creuser et vraiment calmer, entre guillemets, l'organisme à ce niveau-là? Rééquilibrer, du coup. En fait, en rééquilibrant, déjà, toutes les maladies hormonales, maladies de civilisation, hormis préménopause qui, elle, c'est un problème vraiment de baisse d'hormones, mais sinon, le syndrome des ovaires polykystiques, l'endométriose, c'est des maladies qui sont quand même inflammatoires. Donc du coup, on sait qu'on peut régler ce terrain-là en changeant des choses dans l'alimentation. Pas en faisant un régime, mais vraiment en intégrant le fait que dans l'alimentation, il y a des aliments qui sont plus inflammatoires que d'autres. Donc par exemple la viande rouge, tout ce qui va être base d'acides gras saturés, donc tout ce qui va être charcuterie, pâtisserie industrielle, etc. Et tout ce qui va être anti-inflammatoire, ça va plutôt être les petits poissons gras comme les sardines, maquereaux, les huiles végétales, l'huile de cameline, l'huile de colza, etc. En changeant ses habitudes alimentaires, en switchant par exemple, on a l'habitude de cuisiner au beurre en mettant l'huile d'olive à la place petit à petit. Voilà. L'idée c'est de venir rééquilibrer. Okay. En fait, moi ce que j'aime bien dire c'est que j'enlève quelque chose pour le remplacer par autre chose. Okay. Pas juste pour l'enlever, parce qu'en fait l'enlever pour enlever, ça... Sinon tu manges plus rien, au final presque. Okay. C'est ça. Ok, d'accord, ça marche. C'est quoi les problématiques? Donc je comprends bien que t'as pas des années d'expérience derrière toi, mais qu'est-ce que tu penses quel public tu vas le plus accompagner, tu penses, ou que tu accompagnes déjà? C'est quoi les principales causes de déséquilibre hormonaux chez les femmes? Hormis forcément ménopause, préménopause, parce que c'est la suite logique, mais est-ce qu'il y a vraiment tu me dis le SOPK, est-ce qu'il y a vraiment des problématiques qui se rencontrent vraiment très très souvent et qui sont assez en fait, le SOPK et l'endométriose, ça concerne 10% des femmes aujourd'hui, donc c'est quand même énorme. Et en fait, c'est des maladies qu'on appelle plurifactorielles, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs origines à ces maladies. D'accord. Mais il y a une grande part quand même du mode de vie, donc sédentarité. Le fait d'avoir un boulot où on bouge moins, de moins faire d'activité physique aussi à l'extérieur, d'activité sportive, et de manger de façon déséquilibrée ou industrielle. Ok. Mais du coup, ça c'est un peu l'héritage de nos parents. Voilà, après, ils y étaient pour rien non plus, mais en fait, maintenant, on bosse beaucoup la journée, on rentre le soir, il faut s'occuper des enfants et aussi faire à manger, donc du coup on se dit on ouvre le frigo, qu'est-ce que je prends, hop, un truc vite fait, et en fait on construit pas son repas forcément, et en fait on a tellement de choses à penser avec une charge mentale énorme que du coup en fait la simplicité, la rapidité entre guillemets, c'est ça. Ok, d'accord, ça marche. Et donc du coup là depuis le début tu me parles de femmes, et moi j'ai une question par rapport à ça. Quand je préparais la rencontre, je me disais les hommes ont aussi des hormones. Pourquoi? Ou alors c'est mon impression, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas du tout. Est-ce que tout va bien chez les hommes? Est-ce qu'il n'y a pas de sujet par rapport à leurs hormones? Ou est-ce que juste il n'y a pas, de demande? Enfin, qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça? Alors, moi je me suis spécialisée dans l'hormonologie féminine, donc des femmes. C'était vraiment un choix parce que je voulais pas... On peut pas parler à tout le monde, donc en fait je voulais vraiment être sur un truc spécifique. Mais si, bien sûr, les hommes ont des problèmes hormonaux aussi. Donc il y a ce qu'on appelle l'andropause au même moment que la ménopause, plus ou moins chez la femme. Donc c'est une baisse des hormones aussi, mais qui est beaucoup moins significative. Et après, dans la vie de tous les jours, les hommes ils ont beaucoup moins de problématiques que nous
Lié au cycle, par exemple, j'imagine ils ont que pas de problème de cycle, ouais, etc. ok. Mais par contre, on constate quand même que la sédentarité et puis l'alimentation aussi jouent sur la fertilité des hommes. Ok. Parce qu'en fait, on a de plus en plus de problèmes de fertilité, mais qui sont mixtes. Il n'y a pas que la femme qui a des problèmes à ovuler, ou voilà. Donc il y a aussi la qualité du sperme chez les hommes qui est en baisse aussi. Et il peut y avoir plein de raisons, hein, notamment aussi l'alcool. Par exemple, les hommes qui consomment la bière, dans la bière il y a du houblon, et le houblon c'est un phytoœstrogène et qui va potentiellement venir un peu mettre la pagaille dans le système hormonal de l'homme. D'accord. Qui va se féminiser en fait. Ok. Donc il y a potentiellement il y a des problématiques qui peuvent un homme par exemple qui aurait des problèmes d'infertilité, potentiellement il pourrait alors pas forcément avec toi parce que toi tu accompagnes les femmes, mais potentiellement se faire accompagner par des personnes comme toi. Oui. Ça existe en tout cas. Complètement. Ouais. Ok, d'accord. Ça marche, cool. Je le savais pas. Tu vois. Voilà. C'est vrai qu'on en parle vachement moins, ou alors moi j'ai moins l'impression. On en parle moins. Mais ouais, ok. Ça marche. Et donc, du coup, tu parlais tout à l'heure, donc il y a des pathologies, on va dire, mais dans une problématique de préventive, c'est quoi les conseils que tu pourrais donner à un peu tout le monde, madame tout le monde, pour vraiment prévenir voilà, d'éventuels problèmes à ce niveau-là? Tu vois, genre à la vingtaine, assez jeune quand même, j'imagine, mais qu'est-ce qui pourrait être mis en place assez tôt pour vraiment passer au mieux toutes les étapes? Alors, il y a plein de choses à mettre en place, mais pour une femme, parce que là, tu pour une femme plutôt, ouais. Pour une femme, déjà, se renseigner sur comment fonctionne son cycle et choisir en conscience sa contraception. Parce qu'en fait, jusqu'à maintenant, c'est pas qu'on nous imposait, mais on allait voir notre médecin, notre gynéco, on mettait la pilule, point, on nous expliquait pas vraiment comment ça fonctionnait, etc. On se rend compte aujourd'hui que ça a beau avoir été une révolution à une époque, ça je ne remets pas en question. Mais aujourd'hui, on se rend compte des effets secondaires potentiels, on se rend compte de tout ce que ça peut engendrer. Donc du coup, une femme qui se connaît bien et à qui on laisse le choix et qui a toutes les cartes sur la table et qui se dit bon ok, ça c'est bénéfice-risque, machin, je prends ça, je le prends en conscience. Ok, il y a des avantages, des inconvénients, mais je choisis et j'ai connaissance de tout. Voilà. Okay. Et donc cette première chose sur son cycle et puis la contraception ou pas. Après sur l'alimentation, forcément, de se dire, de se renseigner un minimum, de savoir qu'est-ce qui est justement comme je disais, les aliments inflammatoires ou pas inflammatoires, comment on construit une assiette santé. La base en fait, c'est de se dire que la moitié de l'assiette c'est des fruits et légumes. L'assiette ou le plateau repas, on va se dire, il y a une entrée et un dessert. De ce que tu manges, la moitié de ce que tu manges. La moitié de ce qu'on mange sont des végétaux. Et en fait, aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ne mangent pas de fruits ni de légumes de la journée. C'est possible. Et donc, en fait. J'en connais. Non, mais c'est là qu'on se dit que, en fait, ça peut pas tourner rond, quoi. Non. Et donc ça, s'hydrater suffisamment, et puis forcément faire du sport, bouger. Quoi. Pas forcément faire du sport, parce que c'est vrai qu'il y a plein de gens qui vont dire que c'est compliqué, mais au moins une activité physique régulière. Quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus concrètement quel est le lien entre l'équilibre hormonal et l'activité physique? Est-ce que donc l'un va jouer sur l'autre, mais est-ce que tu peux un petit peu plus nous expliquer? Est-ce que par exemple quelqu'un qui est en déséquilibre hormonal, le fait de faire une activité physique, à quel niveau ça va jouer? Et quelqu'un qui fait du sport, est-ce qu'il a potentiellement moins de problématiques hormonales à venir? Tu peux un peu... Alors, est-ce que quelqu'un qui fait du sport a moins de problématiques hormonales? Oui et non. C'est pas sûr. Parce qu'en fait, il peut y avoir des gens, j'en connais, qui vont faire du sport à gogo, genre 3, 4, 5, 6 fois par semaine aller à la salle, et par contre, à côté, pas se nourrir correctement. Et qui ont toujours cette vision binaire qu'on a eu pendant longtemps des calories. Calories qui rentrent, calories qui sortent. En fait, si je brûle plus de calories que ce que j'ingurgite, ça va le faire. Mon corps va pas grossir. Ouais, okay. Sauf qu'en fait, c'est pas ce qui se voit. Déjà, les calories, c'est une fausse idée. Aujourd'hui, on se rend compte que ça veut rien dire. Il y a plein de calories qui apportent des choses complètement différentes. Les calories vides, c'est ça que, ouais. Elles n'ont pas du tout la même qualité, en fait. Okay. On parle qu'en quantité, mais en qualité, il y a des calories qui vont apporter beaucoup plus de nutriments, finalement. Nutriments, oui, mais en fait, je ne sais pas trop comment l'expliquer, mais des calories qui vont apporter, qui sont pauvres, qui ne sont pas forcément vides, parce que vides, par exemple, ça doit être de l'alcool ou des sucreries, qui vont être un peu plus pauvres, et d'autres qui vont être plus riches, mais qui vont apporter plus d'énergie, en fait, au corps. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que, oui, calories qui rentrent, calories qui sortent.
et donc le corps qui grossit ou pas. C'était l'idée pendant très très longtemps des régimes, de se dire on baisse les calories et on va maigrir. Mais en fait, c'est pas ça d'être en bonne santé. C'est pas être maigre ou être plus enrobé, quoi. C'est de se dire ce que je mets dans mon corps tous les jours, 3 fois ou 4 fois par jour, en fait, c'est ce qui me construit. Et donc, si on met pas les bons matériaux pour se construire, bah forcément, ça ne peut pas tenir la route, même si on fait du sport. Ok. Et au contraire, ça va même desservir potentiellement la santé, l'activité physique aussi. C'est un peu contre-productif par rapport à l'objectif qu'on veut atteindre de performance ou de bien-être, quoi. Complètement, parce qu'en fait, on va pas avoir suffisamment d'énergie. On va peut-être être fatigué plus vite aussi. Et puis, on connaît tous des gens qui, on va dire, ils ont fait un infarctus, mais pourtant, c'était un grand coureur, ou alors il allait faire du vélo toutes les semaines, etc. Et en fait, si on apporte des mauvaises graisses, par exemple dans l'alimentation, et ben en fait, ça peut potentiellement venir boucher les artères plus vite. Parce que du coup, oui, ok, on se dépense, mais en fait, ce qui circule à l'intérieur du corps n'est pas forcément bon. Et du coup, le fait d'avoir une activité physique plus intense va faire que le corps va mettre en place un processus d'embouteillage, en fait, on va dire, dans les artères, par exemple. Ou alors, par exemple, une mauvaise oxygénation, si on n'a pas suffisamment d'oméga 3. Ben, en fait, le sang ne peut pas aller jusqu'aux petits capillaires qui sont au bout des doigts et un petit peu partout dans le corps. Du coup, on oxygène mal aussi le corps. Ok, donc mauvais fonctionnement musculaire, donc on va moins vite, on court moins vite, on pédale moins vite, etc. Complètement. Ok, ça marche. Ok. Autre question, donc on revient plus sur les femmes. Tout à l'heure, on parlait du cycle. En course à pied, là, il y a beaucoup de... Donc, il y a de plus en plus de coureurs, il y a de plus en plus de femmes qui courent, et du coup, les problématiques féminines viennent un petit peu en questionnement dans l'univers running. Et il y a pas mal de gens qui disent que il est bon d'adapter son entraînement à son cycle hormonal. Il y en a qui disent que c'est pas forcément intéressant. Est-ce que toi, t'as conscience de ça? Quel est ton avis justement sur le sujet? Est-ce que ça a un intérêt, toi, en tant que professionnel de l'hormonologie? Est-ce qu'il y a un intérêt à pratiquer plus telle activité à telle phase et à stopper potentiellement à une autre phase? Alors en fait, ça c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle cycling en anglais. Donc en fait, c'est se mettre l'activité physique ou même l'alimentation en fonction de son cycle. En fait, il y a des variations hormonales qui sont, selon certaines femmes, plus ou moins élevées. Et donc on va constater qu'avant l'ovulation, au tout début du cycle, c'est-à-dire juste après les règles et avant l'ovulation, que le corps il va prendre de la puissance petit à petit. Et donc du coup, à ce moment-là, on peut avoir, par rapport à ta question, c'était par rapport au sport, on peut se dire que là, on va être plus performante sur des choses où on demande de la puissance. Ok, explosivité ou puissance musculaire, quoi. Ouais, puissance musculaire. Okay. Des choses où on va venir faire du cardio, du renforcement musculaire mais profond, des choses plus intenses. Un peu plus d'endurance aussi. Ok. Je sais pas. Et au niveau de l'ovulation, par contre, là, on va avoir un pic d'énergie. On va être à fond. On va vouloir déplacer des montagnes. Voilà, si on veut faire un trail. Si la course tombe à ce moment-là, c'est top. C'est le top. Okay. Et par contre, il y a un risque de blessure qui est plus important. Parce qu'en fait, on observe que les ligaments sont beaucoup plus souples. Et donc, du coup, en fait, on va avoir envie de se dépasser. Sauf que des fois, on ne va pas forcément écouter son corps et un risque de blessure plus potentiel. D'accord. Et après, quand ça redescend, la phase lutéale, et puis après, quand on arrive vers les règles, là, on va être plutôt dans quelque chose de calme, des choses beaucoup plus douces, des étirements, du yoga, de la piscine, des choses plus... D'accord. Plus calmes. Ok, d'accord. Donc pour toi, ça aura un intérêt. Alors forcément, on cale pas quand on fait la compétition. J'entends, on cale pas son objectif. On peut pas trop savoir. Non. Mais dans une pratique où vraiment on s'écoute, il y a potentiellement un intérêt à distinguer les deux phases. Après, il faut que chacune s'écoute. En fait, ça dépend si on peut le tester, et voir ce que ça donne, et si on se rend compte qu'on est plus performante, pourquoi pas. Sinon, après, c'est pas non plus la peine de s'obliger à un diktat, un nouveau diktat. En fait, il faut s'écouter, quoi. C'est ce que tu dis. S'écouter. Ok, d'accord. Et alors, autre problématique chez les femmes qui font beaucoup de sport, c'est l'absence de règles, ou en tout cas la baisse. Il y a quasiment plus de règles. Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui a pratiqué
pratique beaucoup de sport et qui n'a plus ses règles, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors ça, c'est une question qui revient assez souvent dans le milieu du sport et puis dans ma formation, j'en ai entendu beaucoup parler aussi. En fait, c'est un phénomène tout simple. Quand on fait beaucoup de sport, on va inhiber une hormone. Alors je vais essayer de faire ça simple pour que tout le monde puisse comprendre, mais on a une hormone qui part du cerveau, qui va aux ovaires et qui dit voilà, c'est le moment d'ovuler. Et en fait, quand on fait beaucoup de sport, le cerveau se dit c'est pas le moment d'avoir un bébé, on va couper ça. On coupe cette communication en fait, et on va leur dire non. Là, si on fait un bébé maintenant, elle dépense beaucoup trop d'énergie, trop de calories à faire du sport. D'accord, on se met en mode survie quoi, en gros, c'est ça. On se met en mode survie, voilà, on priorise, on se dit voilà, là elle a besoin de plus d'énergie pour faire ça. Si on devait créer un bébé et le faire vivre, grossir, ouais. On n'aurait pas suffisamment d'énergie. Donc c'est pas le moment. Donc on coupe. Donc c'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui observent soit une mauvaise ovulation, soit une absence de règles complètement. Ok. Donc l'idée, ce serait de se dire, si on souhaite avoir un bébé, essayer de réduire un peu le nombre de séances de sport et ou augmenter aussi sa part d'alimentation en fait. Essayer d'augmenter les apports pour faire en quantité, donc tu veux dire. Ok, d'accord. C'est pas forcément facile à entendre, je pense, pour les femmes qui font beaucoup de sport, surtout qui font attention à leur poids, l'endurance, de dire faut grossir. En fait, c'est pas forcément grossir, c'est manger plus. C'est de se dire manger plus. C'est de dire, en fait. Pas mieux, manger plus, on est d'accord. Manger mieux. Oui, pas moins mal, en tout cas. Pas moins mal, pas pareil que d'habitude, mais c'est de dire d'augmenter un peu les quantités. Ok, d'accord. Parce que quand on comprend que c'est une espèce de règle de plateau, comme une espèce de balance, si d'un côté on n'apporte pas suffisamment d'alimentation et qu'on tire sur la corde au niveau du sport, en fait c'est sûr que le signal se coupe. Alors que si on remonte l'équilibre sur un plateau, le signal se rétablit et donc du coup là ça repart quoi. Ok, d'accord. Et est-ce que c'est grave? Alors j'entends que s'il n'y a pas de règle, il n'y a pas d'ovulation, il n'y a pas de bébé possible, mais si on n'en veut pas, ou on n'en veut pas du tout, si c'est fini, les bébés, tout ça, est-ce que c'est grave de pas ovuler, de pas avoir de cycle? Alors, c'est pas grave en soi, parce qu'il y a plein de femmes aujourd'hui qui sont sous pilule et qui coupent complètement en fait l'ovulation et le cycle naturel. Après, la nature est bien faite. En fait, si on est avec des hormones et qu'on a ces hormones toute la vie, tout au long de la vie de la femme, elles sont là pour quelque chose. Et en fait, chacune, c'est un peu comme un jeu de domino. Chacune est là pour envoyer un signal à d'autres hormones dans le corps. D'accord. Et pour faire en sorte que ça fonctionne bien. En fait, avant l'ovulation, on sécrète des œstrogènes. Les œstrogènes sont assez protecteurs sur le corps. Protecteurs au niveau des os, par exemple. C'est eux qui vont dire, vas-y, il faut créer de l'os. Donc du coup, pour une sportive, on imagine que sur du long terme, ça peut être compliqué parce qu'on peut avoir de l'ostéoporose beaucoup plus rapidement. On peut aussi perdre du muscle parce qu'en fait, les œstrogènes, ils vont être, s'ils sont bien équilibrés aussi, les œstrogènes, ils vont être anabolisants. Donc ils vont être là pour faire en sorte que le corps fonctionne bien et que les cellules se renouvellent correctement. Okay. Et donc, si on n'a pas suffisamment d'hormones dans le corps, il y a toujours un moment donné où ça roule pas. Ça va pêcher à un moment donné sur quelconque organe ou composant, quoi. Voilà. Et on va pas s'en rendre compte forcément tout de suite. D'accord. Et comme tu dis, on se dit, pas forcément envie d'avoir un bébé, je m'en fiche, j'ai pas mes règles, à la limite, ça m'arrange. Comme ça, j'ai pas besoin de gérer mes règles pendant une compétition ou autre chose. Alors qu'en fait, sur du long terme, on se rend compte que oui, une bonne ovulation, ça produit de la progestérone qui fait toujours cet effet de balance et qui fait que autant les œstrogènes vont venir anaboliser, vont venir dire à les cellules du corps, il faut construire. Tant la progestérone va dire on va calmer le jeu, on va aussi freiner un peu. C'est ce qui permet aussi d'être un peu plus zen, un peu moins anxieux. Ok. Enfin, ça va moduler en fait un peu tout ce qu'il y a dans le corps. Donc en fait, le corps est bien fait finalement à tous les niveaux et donc le plus naturel il fonctionne, le mieux son sport et longtemps quoi. Complètement. Si on peut résumer. Complètement. Ok, ça marche. Tu parles dans tes accompagnements, ou en tout cas sur ton site internet, de la chronobiologie, chronobiologie alimentaire. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est et en quoi c'est bon pour la santé et l'équilibre hormonal? Alors la chronobiologie alimentaire, c'est un nom un peu barbare, mais en fait qui veut dire quelque chose de tout simple, c'est quoi manger et quand. Donc en fonction des hormones qu'on sécrète dans le corps, donc les hormones sexuelles, comme je disais, les œstrogènes, progestérone,
ou aussi d'autres hormones, qui va être l'insuline, qui va être le cortisol, l'hormone du stress. En fait, dans la journée, on a une espèce d'horloge interne qui fait qu'à tel moment de la journée, en fonction de la luminosité, en fonction du taux de sucre dans le sang, etc., eh ben on va sécréter des hormones à des moments bien spécifiques. Et donc, du coup, l'idée, c'est de se dire, ce que je mange, il faut que je le mange au bon moment pour pas que ça influence de façon négative les autres hormones du corps. Un exemple tout concret, le matin, quand on se réveille, on sécrète du cortisol quand on voit la lumière du jour. Ou pas, mais ça se fait. En général, ça se fait. Ça va avoir une influence sur l'insuline. Donc l'insuline, c'est l'hormone qui va venir gérer le sucre. Si on mange du sucré le matin, ce qu'on fait en France, le petit déjeuner français, confiture, par exemple, confiture, beurre, pain blanc, viennoiserie, etc., céréales. Si on mange ça le matin, du sucré comme ça, on va faire un énorme pic de glycémie. Et derrière, le pancréas va venir créer de l'insuline pour venir stocker tout ce petit sucre. Tout ça, d'accord. C'est comme s'il y avait des camions énormes. Alors, j'aime bien faire des métaphores. Oui, vas-y. Des camions remplis plein de sucre et en fait, qui arrivent devant un entrepôt et là, tout le monde se dit, oh là là, mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ce sucre? Vite, 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 il faut le stocker, quoi. Et donc, du coup, là, on va sécréter de l'insuline. Et en fait, ce qui est pas bon, c'est que cette insuline, elle va rester, si on mange du sucre le matin, elle va rester haute toute la journée. Et si l'insuline est haute toute la journée, c'est-à-dire que moindre chose sucrée qu'on va manger dans la journée, c'est stockage, quoi. C'est stockage. Les ouvriers, ils ont compris stockage. Stockage. Okay. Et puis surtout, ça va créer de l'inflammation. Ce qu'on appelle l'inflammation, on en parle un peu partout sur les réseaux, puis on en entend un peu parler aussi. Mais l'inflammation, en fait, c'est juste le corps qui est en alerte toute la journée. Et normalement, on n'est pas fait pour être en alerte toute la journée. On est fait pour être en alerte quand il y a une alerte. Ah, donc, voilà. Donc il y a comme je disais, le sucre à éviter le matin. Donc on est plutôt fait pour manger des protéines et du gras le matin. D'accord. Le midi, pareil, on peut rajouter du sucré mais en fin de repas. Et le meilleur moment pour manger du sucre, c'est le goûter. C'est le goûter. Ça tombe bien. Et ça tombe bien. Ouais. Mais il y a plein de gens qui s'interdisent de manger au goûter des choses sucrées parce qu'ils disent oui, mais en fait c'est la fin de journée, je vais pas forcément le dépenser. Oui, c'est vrai. On dit plus ça va vers la fin de journée, plus on va ne pas dépenser, donc plus il faut se restreindre entre guillemets. Complètement. Alors qu'en fait, vers 16-17 heures, si on mange du sucré, ça va venir créer de la sérotonine, donc qui est l'hormone du bien-être, et qui va elle-même, comme effet domino, fabriquer la mélatonine, donc l'hormone du sommeil. Ok, donc là on prépare la nuit en fait. On prépare la nuit. Dire le goûter prépare la nuit. Complètement. Ok. Donc faut pas se culpabiliser de se dire, après voilà, il y a toujours la mesure. La mesure, mais de se dire, voilà, je mange mon petit goûter à 16h, ce qui fait que le soir, on va forcément aussi moins se jeter sur la nourriture, et on prépare, on fait la sérotonine, donc on va se sentir mieux, on va être moins stressé, et on va préparer la nuit. Ok, d'accord. Voilà. Et est-ce que tu peux nous donner, donc on a parlé de certains aliments, est-ce que tu peux nous donner des aliments vraiment phares, ou vraiment incontournables, peut-être pas, mais vraiment des aliments sur lesquels toi tu te bases, et quasiment à chaque fois tu les conseilles, quoi? Des indispensables qu'il faudrait avoir, par exemple, chez soi. Ouais. Déjà, tout ce qui va être complet. En fait, essayer de, comme je disais tout à l'heure, de changer dans l'alimentation. On a du pain, des pâtes, du riz. Tout ce qui est blanc et raffiné, essayer de le switcher avec du complet ou du semi-complet. Ouais. Pourquoi ? Parce que c'est déjà plus riche en minéraux et en vitamines, plus riche en fibres. Et puis ça va aussi lisser la glycémie, comme je disais tout à l'heure. C'est pas forcément que le matin, c'est dans la journée aussi. Quand on mange des pâtes ou du pain blanc, avant on disait que c'était des sucres lents. En fait, on se rend compte qu'aujourd'hui c'est pas forcément des sucres lents. Ce qui compte aujourd'hui, ça va être des sucres complexes, donc tout ce qui va être complet en fait. C'est ça qui va vraiment freiner la glycémie. Donc là, on est plus dans une optique, parce que bon, moi j'ai la notion sport et apport glycémique aussi. On est dans une journée classique où on va pas faire une épreuve sportive, parce que forcément l'épreuve sportive, ça va nécessiter d'avoir des stocks de glycogène, donc forcément il va falloir ingérer ce genre de produits-là avant. Ça, tu le feras avant ta séance, voilà. Et puis après, par contre, on viendra reconstruire avec des protéines, avec une assiette qui sera beaucoup plus équilibrée aussi. D'accord. Vas-y, je te laisse continuer. Quoi d'autre ? Tout ce qui va être anti-inflammatoire avec des oméga 3. Oui. Ah oui, d'accord. D'accord. Ok, merci beaucoup. Au revoir.
Donc c'est ce qui va être à la base d'oméga 3. Donc, comme je disais, les petits poissons. Ouais. Les petits poissons gras, donc sardines, maquereaux, anchois. Alors, il y en a dans le saumon aussi, mais alors, moi, le saumon, je suis pas trop fan dans le sens où, c'est aujourd'hui comment c'est élevé. Ouais. Voilà, c'est pas top. On peut en manger de temps en temps, mais je veux dire, je préconiserais pas de manger ça tous les jours, et ni du thon, parce que le thon, c'est que c'est des gros poissons qui vont concentrer les métaux lourds aussi. Ok, petit Donc, poisson. voilà. Même si le thon et le saumon sont des poissons qui sont très riches en oméga 3, la balance bénéfice-risque, pareil, toujours avec les métaux lourds est pas bonne. Ok. Quoi d'autre? Dans les oméga 3, il y a aussi les œufs bleu blanc cœur. Ça, je sais pas si tu connais. Ok. Donc c'est un type d'œuf finalement qui est élevé. Alors en fait, c'est les poules, pas les œufs, bien sûr, mais. C'est un genre de label, enfin c'est un label. C'est des poules qui sont élevées avec des graines de lin. Et donc du coup, ça enrichit en fait leur alimentation en oméga 3. Et donc l'œuf a naturellement plus d'oméga 3 qu'un œuf classique. D'accord. Alors, l'alarme incendie est terminée, donc on peut reprendre notre discussion. On était sur les œufs bleu blanc cœur, donc je te demandais, j'ai quand même retenu. Je te posais la question si ils étaient identifiés dans les magasins, les œufs bleu blanc cœur. Il y a un petit label, là je l'ai pas sous la main, mais un petit label où c'est écrit bleu blanc cœur en bleu blanc rouge en fait, c'est écrit dessus. Okay. Et donc du coup, si j'ai un conseil à donner, parfois on peut avoir des œufs bleu blanc cœur bio, mais des fois pas bio. Et en fait, des fois, entre un œuf bio classique et un œuf bleu blanc cœur non bio, vaut mieux aller sur le bleu blanc cœur quand même. Parce que leur charte est vraiment très stricte, quoi. Très stricte. Okay. Et du coup, on sait qu'on est sur un œuf de qualité. Ok. Et puis, autre chose, les complets, les œufs, les poissons, les huiles de qualité aussi. Ok. Pressé à froid, etc. Voilà. Ah, ok, d'accord. Et puis forcément, fruits et légumes, quoi. Donc c'est oui, pas. Oui. Ça, de toute façon, c'est logique. C'est la base, mais bon, faut quand même le rappeler. En fait, l'alimentation, quelle que soit, j'ai envie de dire, la problématique qu'on a et l'âge qu'on a et le niveau d'activité qu'on a, les bases restent quand même grosso modo les mêmes, avec, comme tu disais tout à l'heure, la moitié de l'assiette, enfin la moitié de ce qu'on mange au quotidien en fruits et légumes. En fruits et légumes. Des vrais fruits, voilà, des vrais fruits et légumes, pas forcément congelés, etc. quoi. Alors congelés, c'est pas problématique. Ça garde beaucoup de vitamines et de nutriments. Ça c'est pas trop mal. Ce qui va vraiment poser problème, c'est si c'est trop cuit et si c'est pressé, par exemple, stérilisé. Par exemple, un jus d'orange pressé, dans une bouteille industrielle. Ça n'a rien à voir avec une orange qu'on va presser tout de suite, ni même avec une orange entière. Donc, oui, ok. Voilà. Le fruit entier garde les fibres, c'est ça? Garde les fibres, donc il va lisser la glycémie, mais aussi, du coup, à partir du moment où il est coupé, il est pressé, il s'oxyde. Donc du coup, la vitamine C, par exemple, va partir. Ok. Donc c'est pour ça que la cuisson, faut essayer d'avoir toujours les modes de cuisson les plus doux possibles. Pour les fruits, essayer d'avoir des fruits frais et pas cuits, c'est-à-dire par exemple une compote. Plein de fois, on va se dire, une compote et du fruit, c'est une portion de fruits. En fait, oui et non. C'est pas vraiment. Il y a une transformation. Il y a une transformation. Après, ça dépend si c'est maison ou pas maison, mais dans tous les cas, c'est mixé, c'est cuit, c'est des fois pasteurisé. Donc, en fait, il reste pas grand-chose dedans, quoi. Ok, ça marche. Alors, on arrive à la fin des questions, mais alors, je veux pas mettre en concurrence ou opposer les approches, mais en quoi tu te différencies par rapport à la médecine généraliste, on va dire. C'est-à-dire que, imaginons que voilà, j'ai une problématique hormonale, je vais voir mon médecin généraliste d'un côté, et après je viens te voir. En quoi ça diffère? Et est-ce que ça travaille ensemble? Est-ce que l'un va pas sans l'autre? Ou comment tu te situes par rapport à ça? Alors, en fait, moi, je me vois pas du tout comme l'un en face de l'autre. C'est plutôt l'un avec l'autre. Parce que je ne l'ai pas expliqué au départ, mais en fait, dans la formation hormonale que j'ai suivie, à aucun moment je suis habilitée à prescrire ou à interpréter des analyses sanguines, biologiques. Mais par contre, je peux aiguiller un médecin ou une sage-femme pour aller chercher un peu plus loin. Par exemple, quelqu'un qui va faire un bilan sur une thyroïde. La plupart du temps, les médecins vont faire une prise de sang sur la TSH. Ils ne vont pas aller chercher la TSH, c'est savoir si l'hormone du cerveau envoie bien le message à la thyroïde. Et sauf qu'en fait, on ne va pas voir si la thyroïde, elle fabrique suffisamment d'hormones thyroïdiennes, la T3 et la T4 par exemple. Et donc du coup, moi je vais dire, voilà, quelqu'un qui va venir me voir et qui va se dire, voilà,
pas forcément un problème de thyroïde, mais un problème de fatigue globale, etc. De dire, ah oui, bah, ma TSH est bonne. Oui, mais ta TSH est bonne, mais est-ce que tu fabriques des hormones? Donc en fait, est-ce que tu peux demander à ton médecin de te prescrire une T3, T4 pour qu'on aille plus loin, pour qu'on voit. Pour ce qui va être une prise de sang hormonale, par exemple, savoir à quel moment quelqu'un qui va vouloir faire un projet bébé, par exemple, savoir si elle ovule bien, est-ce qu'elle a suffisamment d'hormones d'œstrogène ou de progestérone, à quel moment savoir faire la prise de sang. C'est-à-dire que des médecins, des sages-femmes ou des gynécos vont dire bah oui, ce sera à J3, se dire bah oui, c'est comme dans un livre, on ovule comme dans un livre, à J3, J14, etc. Ok. Alors qu'en fait, chaque femme est différente. D'accord. Et si chaque femme sait s'observer, eh ben on dira bah voilà, tu sais à peu près à quel moment tu as ovulé, et ben 3 jours plus tard, tu peux faire ta prise de sang pour savoir si tu as suffisamment de progestérone. D'accord. Donc en fait, moi, mon approche, c'est vraiment complémentaire à la médecine, que ce soit avec le médecin généraliste ou les sages-femmes et les gynécos. Ou kiné aussi, hein, parce qu'il y a plein de femmes qui vont se tourner vers leur kiné pour des problèmes d'endométriose, des douleurs, même de fertilité, sans passer par le médecin. Mais c'est vraiment une approche pluridisciplinaire, main dans la main. On est tu leur fais mettre le doigt plus profondément en fait sur la problématique. Après, il faut que le médecin soit réceptif aussi. Bien sûr, oui, bien sûr. Toujours, mais tu n'as pas le pouvoir, par contre, tu orientes, tu les orientes quoi. Finalement, je les oriente. Après, si le médecin n'est pas OK, il y a plein de prises de sang qu'on peut faire nous-mêmes. Après, il faut les régler, elles ne sont pas prises en charge. Hein. D'accord. Mais on peut les faire nous-mêmes. Hein. On va dans un laboratoire, on dit voilà, je veux telle prise de sang. Telle ou telle analyse, ils le font. Hein. Ok, oui, mais c'est à charge de la personne. Voilà. Ok, ça marche. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier? Le fait que, on en a parlé un peu en off, mais d'aller chercher un peu, d'aller creuser, voir pourquoi on en est arrivé là, de comprendre l'historique de la personne. Mener ton enquête. Mener l'enquête et trouver des solutions et te rendre compte de qu'est-ce que ça donne au bout du compte. Quoi. Ok. Et ce que je trouve intéressant aujourd'hui, c'est de se dire... je propose un accompagnement sur 6 mois et de me dire je mets des choses en place un peu tous les jours et au bout d'un moment on va se rendre compte du résultat, alors qu'avant quand j'étais en pharmacie, les gens venaient, on me donnait des conseils, en fait et puis salut, voilà. Tu les revoyais la fois d'après qu'ils avaient un problème quoi. Et encore, des fois on ne les voyait pas, des fois on ne leur parlait même pas et donc des fois il y en a qui revenaient en disant t'es super ou ceci cela, mais la plupart du temps on ne les revoit pas, on n'a pas le feedback quoi. Ouais, donc du coup c'est ça qui est intéressant. Donc là tu prends en charge la personne sur un temps plus long avec une analyse, en tout cas un retour de ce que tu fais quoi finalement. Ouais. Ok, ça marche. Alors pour terminer, j'aimerais bien que tu nous expliques où on peut te trouver. Voilà, s'il y a des gens qui nous regardent et qui nous écoutent, qui sont intéressés, qui ont une problématique et qui pensent que tu peux les aider, où est-ce qu'on te trouve, comment on te contacte, etc. Alors, on me trouve sur Instagram principalement, c'est mon réseau principal aujourd'hui. Donc c'est sous Grenade Hormones et Nutrition. Sinon, je suis un peu sur LinkedIn aussi, mais ça c'est plus du réseau pro. Okay. Et sinon, j'ai un site internet qui s'appelle grenadenutrition.fr. Et sinon, en physique, on me retrouve, comme je disais tout à l'heure, à Break et aux alentours. Ouais, ok. On mettra tes coordonnées dans la description, dans les posts, etc. Pourquoi Grenade Nutrition ? Alors en fait, j'ai mis beaucoup de temps à trouver un nom. Et en fait, grenade, je trouvais que ça sonnait bien dans le sens où c'est un fruit. Ouais. Un fruit qui est très riche en phytohormones, donc en phytoestrogènes. Et puis, je trouve le côté, le fruit qui éclate, qui a plein de vie. Du jus, de la pulpe, quoi. D'accord. Je trouve ça sympa. Ok. Et puis les couleurs roses, etc. Voilà. Il y a du marketing derrière tout ça. Ok. Bon, écoute, merci beaucoup, Julie. J'espère que ça t'aura plu, cette interview. J'espère que ça vous aura plu aussi à vous. Et puis, bonne continuation, en tout cas. J'espère que tu vas trouver plein de femmes à aider. Et puis, pourquoi pas des hommes, après tout. Pourquoi pas des hommes. Et puis, merci à toi, merci à tous. Et puis, à bientôt. À bientôt.